Et si on te disait que Pearl Harbor n'a pas vraiment détruit la flotte américaine et que l'histoire qu'on t'a toujours racontée est en grande partie un mythe? Le 7 décembre 1941 est devenu l'un des symboles les plus puissants de la Seconde Guerre mondiale, surtout dans la culture américaine, mais la réalité est beaucoup plus nuancée et franchement bien plus intéressante. Dans cet épisode, on ne parle pas d'un coup fatal qui aurait mis les États-Unis à genoux, mais d'un choc brutal, psychologique, et surtout d'un accélérateur de changement déjà en cours. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor est souvent présentée comme un désastre total pour l'US Navy, en particulier pour sa flotte de cuirassés, mais quand on regarde les faits de près, on découvre une histoire très différente. Sur les 8 cuirassés présents dans le port ce matin-là, seuls 2 ont été définitivement perdus. L'USS Arizona, qui est aujourd'hui un mémorial, et l'USS Oklahoma, qui a été renflouée mais jamais remise en service. Tous les autres, malgré des dégâts parfois spectaculaires, ont été réparés et sont retournés au combat. Ce détail change tout, car il montre que l'impact matériel à long terme de l'attaque était limité. Même dans le pire scénario, où tous les cuirassés de Pearl Harbor auraient été détruits, les États-Unis auraient conservé une supériorité numérique sur le Japon en raison de la taille globale de leur flotte et de leur capacité industrielle énorme. Dès le départ, on comprend donc que Pearl Harbor n'était pas un coup stratégique décisif, mais plutôt un pari risqué de la part du Japon visant à gagner du temps. La vraie importance de Pearl Harbor se situe ailleurs et c'est là que ça devient fascinant. En 1941, la guerre navale est en pleine transformation. Les cuirassés, ces monstres d'acier hérités de la Première Guerre mondiale, sont déjà en train de perdre leur statut de roi des mers. Face à eux, les porte-avions et l'aviation embarquée offrent une portée, une flexibilité et une puissance de frappe bien supérieures. Ce que Pearl Harbor révèle brutalement, c'est que l'avenir appartient aux avions et non plus aux canons géants. Autre élément clé, aucun porte-avions américain n'était présent à Pearl Harbor le jour de l'attaque. Ils étaient en mer, en mission, et c'est précisément eux qui deviendront l'arme décisive de la guerre dans le Pacifique. Autrement dit, le cœur réel de la puissance navale américaine n'a pas été touché. Ce premier épisode pose donc les bases d'une question essentielle. Pearl Harbor a-t-il vraiment changé le cours de la guerre ou n'a-t-il fait qu'accélérer une évolution déjà inévitable ? Dans la suite, on va démonter les mythes un par un et montrer pourquoi cette attaque, malgré son impact émotionnel énorme, n'a jamais été le coup de grâce que beaucoup imaginent. Pour comprendre pourquoi Pearl Harbor n'a pas été le désastre stratégique qu'on imagine souvent, il faut regarder froidement la composition réelle de la flotte américaine en décembre 1941. À ce moment-là, les États-Unis disposent d'environ 18 cuirassés opérationnels dont seulement 8 sont stationnés à Pearl Harbor. Ces 8 navires sont souvent présentés comme le cœur de la puissance navale américaine, mais en réalité, ils ne représentent qu'une partie du tableau global. Et surtout, une grande partie de ces cuirassés sont déjà technologiquement dépassés. La plupart ont été construits pendant ou juste après la Première Guerre mondiale, à une époque où la guerre navale reposait encore sur l'idée de lignes de bataille lentes et de duels d'artillerie lourde. En mai 1941, ce modèle est déjà en train de mourir. Lors de l'attaque japonaise, les pertes définitives sont en fait limitées. L'USS Arizona explose après l'impact d'une bombe dans ses soutes à munitions et l'USS Oklahoma chavire après avoir été touché par plusieurs torpilles. Ce sont les 2 seules pertes irréversibles. Les autres cuirassés comme Nevada, West Virginia, California ou Tennessee sont endommagés, parfois sévèrement, mais pas détruits. Ils sont renfloués, réparés et modernisés et plusieurs d'entre eux participeront plus tard aux grandes batailles du Pacifique. Ce point est crucial car il montre que la flotte américaine n'a jamais été paralysée sur le long terme. En parallèle, il faut comprendre que les États-Unis n'ont jamais mis tous leurs œufs dans le même panier naval. Les cuirassés les plus modernes et les plus rapides sont déployés ailleurs, notamment dans l'Atlantique, pour faire face à la menace allemande. Cela signifie que même sans Pearl Harbor, la stratégie navale américaine reposait déjà sur une répartition globale des forces adaptée à une guerre sur 2 océans. Autre détail souvent oublié, la capacité industrielle américaine est sans équivalent. Dès 1942, les chantiers navals tournent à plein régime et de nouveaux navires sortent des docks à un rythme que le Japon est incapable de suivre. Pearl Harbor n'a donc pas détruit la flotte américaine, il a simplement provoqué un choc brutal qui a rendu visible une réalité déjà là. Les États-Unis avaient les moyens matériels, humains et industriels de remplacer rapidement leurs pertes. Ce qui semblait être une victoire éclatante pour le Japon était en fait une réussite tactique à court terme, mais une erreur stratégique à long terme. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi cette attaque a surtout eu un impact psychologique immense et comment ce choc émotionnel a paradoxalement renforcé la position américaine dans la guerre du Pacifique. Et si la vraie arme de Pearl Harbor n'avait pas été les bombes, mais la peur. Car l'impact le plus puissant de l'attaque japonaise n'a pas été matériel, il a été psychologique.
Le 7 décembre 1941, les États-Unis ne perdent pas seulement des navires, ils perdent une illusion, l'illusion d'être intouchables. Ce choc émotionnel frappe l'opinion publique de plein fouet et transforme instantanément une nation encore divisée en une société totalement mobilisée. La réaction est immédiate. L'attaque met fin à tout débat interne sur l'entrée en guerre. Les hésitations politiques disparaissent, le soutien populaire explose et l'économie américaine bascule en mode guerre totale. Pearl Harbor devient un symbole, un cri de ralliement, un moment fondateur qui soude la population autour d'un objectif clair, vaincre le Japon quoi qu'il en coûte. C'est ici que le calcul japonais montre ses limites. Tokyo espérait décourager Washington, forcer une négociation rapide et obtenir une liberté d'action en Asie du Sud-Est. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'attaque provoque une mobilisation industrielle massive sans précédent. Des millions d'Américains rejoignent l'armée, les usines sont reconverties à une vitesse stupéfiante et la production militaire explose. En quelques mois, les États-Unis lancent des programmes navals et aériens qui dépassent tout ce que le Japon peut imaginer. Pearl Harbor accélère aussi une mutation stratégique déjà en cours, le passage définitif d'une marine centrée sur les cuirassés à une marine dominée par l'aviation embarquée. Le fait que les porte-avions américains soient absents du port le jour de l'attaque devient un élément clé de la suite de la guerre. Ces navires, initialement considérés comme secondaires avant 1941, se retrouvent au centre du jeu. Ils offrent portée, flexibilité et puissance de frappe à des milliers de kilomètres des bases. En quelques mois, la doctrine navale américaine change radicalement. Les cuirassés survivants sont modernisés, équipés de radars et d'armes antiaériennes, mais ils passent au second plan. Les porte-avions prennent la tête des opérations offensives. Ce basculement doctrinal n'est pas une faiblesse révélée par Pearl Harbor, mais une confirmation brutale de l'évolution de la guerre moderne. En voulant frapper fort et vite, le Japon a déclenché une réaction en chaîne qu'il ne pouvait ni contrôler ni stopper. Dans la prochaine partie, on va analyser comment cette supériorité industrielle et logistique américaine s'est traduite concrètement sur le terrain dès 1942 et pourquoi le temps a immédiatement commencé à jouer contre le Japon. Le vrai ennemi du Japon après Pearl Harbor n'était pas la flotte américaine mais le temps. Dès 1942, la guerre du Pacifique devient une course que Tokyo ne peut pas gagner car chaque mois qui passe renforce les États-Unis de façon exponentielle. Alors que le Japon se bat pour conserver ce qu'il a conquis, l'Amérique produit, répare, modernise et apprend à une vitesse hallucinante. C'est là que l'écart structurel devient visible. Après l'attaque, les chantiers navals américains tournent jour et nuit. Des porte-avions sortent des cales en série, des milliers d'avions sont livrés et les pertes subies sont compensées plus vite que jamais. Le Japon, en revanche, manque de pétrole, de matières premières et surtout de capacité industrielle pour suivre ce rythme. Chaque navire perdu est un coût presque irréversible. Cette différence se voit très tôt sur le terrain. En 1942, les États-Unis ne cherchent pas encore l'affrontement frontal massif, ils testent, harcèlent et apprennent. Les batailles de la mer de Corail et surtout de Midway montrent une chose essentielle. La guerre navale a changé à jamais. Les cuirassés japonais puissants mais lents ne peuvent rien face à des frappes aériennes lancées à des centaines de kilomètres. Midway devient le premier vrai tournant stratégique, non pas parce qu'il détruit instantanément la puissance japonaise, mais parce qu'il casse l'élan offensif nippon. Le Japon perd des pilotes expérimentés qu'il ne pourra jamais remplacer en raison d'un système de formation trop long et trop élitiste. Les États-Unis, à l'inverse, forment des pilotes en masse avec des standards élevés mais adaptables. Cette logique industrielle se combine avec une supériorité logistique écrasante. L'Amérique peut projeter des forces à travers l'océan Pacifique grâce à une flotte de ravitaillement colossale, des bases avancées et une organisation quasi scientifique des flux de matériel. Le Japon doit défendre des lignes d'approvisionnement immenses, fragiles et constamment attaquées par les sous-marins américains. Petit à petit, les îles japonaises commencent à manquer de carburant, de nourriture et de pièces détachées. La guerre devient asymétrique. Les États-Unis choisissent quand et où frapper. Le Japon réagit en reculant progressivement. Pearl Harbor n'a donc pas retardé la défaite japonaise, il l'a accélérée en forçant les États-Unis à entrer pleinement dans une guerre qu'ils avaient tous les moyens de gagner sur le long terme. Dans la prochaine partie, on verra comment les cuirassés américains, supposés obsolètes après 1941, reviennent pourtant sur le devant de la scène dans un nouveau rôle totalement différent de celui imaginé avant la guerre. Les cuirassés n'ont pas disparu après Pearl Harbor, ils ont simplement changé de mission. Alors que beaucoup annonçaient bien leur mort définitive face aux porte-avions, la réalité de la guerre du Pacifique montre autre chose. Les cuirassés américains reviennent, mais comme arme de soutien massif
et non plus comme rois du combat naval. Après leur réparation et leur modernisation, des navires comme le Nevada, le West Virginia ou le California réapparaissent sur le front équipés de radars modernes, d'une défense antiaérienne démultipliée et de systèmes de conduite de tir beaucoup plus précis. Leur rôle n'est plus de chercher la flotte ennemie mais de préparer le terrain pour les débarquements amphibies. Ils deviennent des plateformes d'artillerie flottante capables de marteler les positions japonaises pendant des heures, voire des jours entiers. Au lieu de combats spectaculaires entre géants d'acier, la guerre se transforme en une avancée méthodique d'île en île, ce que l'on appelle la stratégie du Island Hopping. Dans ce contexte, les cuirassés sont parfaits. Leurs canons de 356 ou 400 cc détruisent bunkers, pistes d'aviation, dépôts de munitions et positions fortifiées que l'aviation seule ne peut pas toujours neutraliser. Iwo Jima, Saipan, Guam, Okinawa, partout, les cuirassés ouvrent la voie. Les Japonais, conscients de leur infériorité navale, misent de plus en plus sur la défense statique, les tunnels, les fortifications souterraines et les attaques suicides. C'est là que la puissance brute des cuirassés fait la différence. Un obus peut anéantir en quelques secondes ce qui aurait coûté des centaines de vies à l'infanterie. Mais cette efficacité a aussi un coût psychologique. Les bombardements navals constants écrasent le moral des défenseurs et montrent clairement que le rapport de force est devenu totalement déséquilibré. À ce stade de la guerre, le Japon ne combat plus pour gagner mais pour retarder l'inévitable. Les États-Unis, eux, appliquent une logique froide et industrielle, avancer lentement, réduire les pertes, épuiser l'ennemi. La guerre du Pacifique devient un modèle de guerre moderne où la logistique, la coordination interarmes et la supériorité économique priment sur l'héroïsme individuel. Pearl Harbor apparaît alors comme un choc initial, mais certainement pas comme le coup décisif. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi le Japon n'a jamais pu compenser ses pertes humaines et matérielles et comment cette faiblesse structurelle a condamné sa stratégie dès 1942. Le vrai problème du Japon après Pearl Harbor n'est pas militaire, il est structurel. Dès 1942, la guerre devient une course que le Japon ne peut tout simplement pas gagner, peu importe le courage de ses soldats ou la qualité de ses premiers plans. Le cœur du problème, c'est l'industrie et la logistique. Contrairement aux États-Unis, le Japon ne dispose ni des ressources naturelles suffisantes, ni de la capacité industrielle nécessaire pour soutenir une guerre longue et totale. Le pétrole, le charbon, le fer, tout manque. Les conquêtes initiales en Asie du Sud-Est offrent un répit temporaire, mais ces territoires militaires sont difficiles à exploiter et encore plus difficiles à défendre face à la supériorité navale américaine. Chaque navire perdu est une perte presque irremplaçable. Chaque avion abattu réduit durablement la capacité de combat japonaise. À l'inverse, les États-Unis produisent des navires, des avions et des armes à un rythme que le Japon ne peut même pas imaginer. Des porte-avions sortent des chantiers navals en série, des pilotes sont formés en masse et les pertes sont absorbées sans rupture stratégique. Cette asymétrie devient évidente après Midway où le Japon perd non seulement des porte-avions, mais surtout des pilotes expérimentés. Un capital humain impossible à remplacer rapidement. La doctrine japonaise repose sur l'élite, la formation longue et la maîtrise individuelle, alors que la doctrine américaine repose sur la standardisation, la rotation des équipages et la production de masse. Résultat, chaque bataille affaiblit le Japon de façon exponentielle, alors que les États-Unis gagnent en puissance au fil du temps. Même les attaques kamikazes, souvent présentées comme une arme désespérée mais efficace, sont en réalité le symptôme de cet épuisement stratégique. Elles infligent des dégâts ponctuels, mais ne modifient jamais l'équilibre global du conflit. Pire encore, elles accélèrent la perte de pilotes et de matériel. Le Japon se retrouve piégé dans une spirale où chaque choix tactique aggrave la situation stratégique. Pearl Harbor, vu sous cet angle, n'est pas une erreur isolée, mais le début d'une trajectoire irréversible. Une attaque brillante sur le plan tactique, mais incapable de changer les lois fondamentales de la guerre moderne, industrie logistique et capacité de remplacement. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi le choc psychologique de Pearl Harbor a paradoxalement renforcé les États-Unis au lieu de les affaiblir. Si Pearl Harbor devait briser l'Amérique, il a en réalité produit l'effet inverse. Il a réveillé un géant. Là où le Japon espérait démoraliser la société américaine, il a provoqué une mobilisation totale, rapide et presque sans précédent dans l'histoire moderne. Du jour au lendemain, les divisions politiques internes disparaissent, les débats cessent et un consensus absolu se forme autour d'un objectif simple: gagner la guerre, quel qu'en soit le coût. Pearl Harbor devient un symbole puissant, utilisé pour unir l'opinion publique, justifier l'effort industriel massif et accélérer la transformation de l'économie américaine en machine de guerre. Les usines civiles sont converties, les chaînes de production tournent jour et nuit et des millions de travailleurs, hommes et femmes, entrent dans l'industrie de l'armement.
C'est ici que la différence fondamentale entre le Japon et les États-Unis apparaît clairement. La guerre n'est pas seulement menée sur l'océan ou dans le ciel, elle est gagnée dans les usines, les ports et dans les centres logistiques. Les États-Unis peuvent se permettre d'apprendre de leurs erreurs en perdant des batailles sans perdre la guerre. Le Japon n'a pas ce luxe. Chaque revers est définitif sur le plan stratégique. Avec le temps, les cuirassés américains modernisés, les nouveaux porte-avions et l'aviation navale écrasent progressivement la flotte japonaise. Pearl Harbor n'a jamais empêché cette évolution, il l'a accélérée. En forçant l'Amérique à entrer pleinement dans le conflit, l'attaque garantit pratiquement une guerre longue, exactement le type de guerre que le Japon ne peut pas soutenir. C'est pourquoi de nombreux historiens considèrent aujourd'hui Pearl Harbor comme une victoire tactique, mais une erreur stratégique majeure. Le choc émotionnel ainsi a été immense, mais ses conséquences ont joué presque exclusivement en faveur des États-Unis. La marine américaine n'a pas été détruite, elle a été transformée. La doctrine navale a évolué, la priorité a été donnée aux porte-avions, à la guerre aéronavale et à la projection de puissance à grande distance. Pearl Harbor marque donc moins la fin d'une ère que le début d'une autre, celle où la guerre moderne se décide par la capacité à produire, à s'adapter et à durer. Dans cette perspective, l'attaque de 1941 n'est pas le moment où les États-Unis ont failli perdre la guerre, mais celui où leur victoire à long terme devient pratiquement inévitable.